Salut à tous, nous sommes jeudi aujourd'hui et vous le savez maintenant, jeudi au Journal des Sports, il y a débat. Magloire Diop, Dago Charlet et Choalio Demondé sont déjà en place pour le débat. Voici le sommaire. Football, Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Match en retard, comptant pour la 14e journée. Le WAC et Mossou partagent les points. Après les 2 matchs amicaux, comment juger la prestation des éléphants? Quel bilan de ces sorties du 11 national? C'est le thème du débat du jour. Tennis, Master 1000 Miami. Venus Williams est éliminé de la compétition pendant que Del Potro se qualifie pour la demi-finale. Messieurs, je vous reviens tout à l'heure. Un petit tour pour l'instant dans l'actualité nationale. 14e journée en retard de la Ligue 1. Le WAC coince devant FC Mossou et les Guêpes de Williamsville ont été tenus en échec, on peut dire 1-1 face aux héritiers du trône de Mossou. Le résumé avec Samuel Metch et Patrick Dadier. Dans cette confrontation en retard de la 14e journée, tout s'est joué dans les 10 premières minutes. 1 minute 30 après le coup d'envoi donné par Traoré Kalilou, les héritiers du trône de Mossou vont annoncer les couleurs. Mohamed Amdallah, joint au cœur de la défense du WAC, va marquer. 7 minutes après, les Guêpes de Williamsville Athletic Club vont réagir. Karidjoula Mofosé Trésor, bien servi dans la surface de réparation, assure l'égalisation. On n'aura plus rien à se mettre sous la dent. Même les entrées en seconde période de Zambi Roland, deuxième meilleur buteur du WAC avec 6 buts, et du jeune Dagrou Djedje Armand, l'un des meilleurs passeurs du championnat, 9 passes décisives, n'ont rien changé au compteur. Ce qui n'a pas marché, c'est sur le plan offensif, c'est au niveau de l'attaque. Je pense que nos attaquants n'ont pas été lucides. S'ils avaient été lucides, on aurait marqué 3-4 buts, personne n'allait crier au scandale. Et je pense que quand tu rates, tu es exposé au contre et autres. Mais je pense qu'on a été déterminant à tous les niveaux, mais pas en attaque. Écoutez, vous savez qu'une équipe, c'est un effectif de 30 joueurs, pratiquement. Donc on doit faire tourner l'effectif. Si vous mettez tous les mêmes à tous les matchs, je pense qu'en fin de compte, tu auras des problèmes. Donc nous avons constaté qu'ils sont fatigués. Donc on a mis les ténors au repos parce que le championnat est long et aussi il y a les différentes coupes. Donc il faut les ménager pour qu'ils ne soient pas bousillés à la fin. Mossou FC, qui espérait faire un bon résultat face au WAC avant son déplacement périlleux dans l'Indénié du Hablin, doit se contenter de ce score étriqué. Pour la prochaine journée, la 19e, les poulains du président Deschamps Auré de Mossou joueront l'Azida Bengourou quand ceux de Koné Abbakar tenteront de terrasser la FAD dimanche au Champrou. Nous allons avoir une information, 2 informations, on va dire, à l'international. Tennis Master 1000 de Miami, Del Potro et Daniel Collins sont en demi-finale. Juan Martín Del Potro poursuit sa belle série. L'Argentin s'est qualifié pour les demi-finales à Miami quelques jours après avoir remporté le Master 1000 d'Indian Wells. Et puis chez les dames, fin de parcours pour Venus Williams, éliminée par sa compatriote Daniel Collins. Résumé et Jean Silver au Dalegui. L'Argentin Juan Martín Del Potro, 6e mondial, s'est qualifié mardi pour les quarts de finale du Master 1000 de Miami en surclassant le Serbe Filip Krajikovic en 2-7, 6-4, 6-2. Del Potro, vainqueur coup sur coup des tournois d'Acapulco et d'Indian Wells, a enchaîné une 14e victoire de suite. Mais l'Argentin a connu une entrée en matière très difficile. Il a perdu son service à 2 reprises pour être mené 4-1. Il s'est ensuite réveillé et n'a plus laissé que 2 jeux à son adversaire. En demi-finale, Del Potro, qui fait figure de favori du tournoi floridien, après les éliminations du numéro 1 mondial Roger Federer et du Croate Marin Cilic, sera opposé au Canadien Milos Raonic, 25e joueur mondial. Del Potro et Raonic, tous 2 gros frappeurs, s'étaient affrontés en demi-finale à Indian Wells, un match remporté facilement par Del Potro 6-2, 6-3.
Chez les dames, l'américaine Danielle Collins, 93e joueuse mondiale, a créé la sensation mercredi à Miami en éliminant sa compatriote Venus Williams, 8e mondiale en quart de finale, 6-2, 6-3. Collins a signé à 24 ans la victoire la plus retentissante de sa carrière alors qu'elle n'avait jamais battu jusque-là de joueuses appartenant au top 20 mondial et qu'elle pointait au-delà de la 150e place à fin 2017. Ligue féminine des champions, l'Olympique lyonnais sera au rendez-vous des demi-finales de cette compétition. Les Lyonnaises tenantes du titre sont allées chercher leur ticket de la qualification sur le terrain du FC Barcelone. 1-0 quand Montpellier n'a pu réussir le miracle face à Chelsea. Résumé de ces deux rencontres avec Jean-Sylvain Risso et Samuel Metch. 6 jours après sa victoire 2-1 en France, l'Olympique de Lyon a assuré sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions féminines en disposant du FC Barcelone 1-0. Dominatrices comme au match aller, les Lyonnaises ont eu plusieurs occasions, mais elles se contenteront d'un seul but inscrit par l'attaquante des Bleus, Eugénie Le Sommer, de la tête à la 62e minute. Pour s'immiscer pour la 7e fois dans le dernier carré de la compétition, depuis qu'elle a été rebaptisée Ligue des champions en 2009. En demi-finale, les Lyonnaises rencontreront Manchester City qui a éliminé les Suédoises de Lidköping en s'imposant dans les deux manches 5-3 au retour, 2-0 à l'aller. L'autre représentant français, Montpellier, n'a pas réalisé le miracle. Les joueuses de Montpellier, battues par Chelsea à l'aller 2-0 à domicile, ont perdu une seconde fois mercredi en Angleterre 3-1. Ce qui scelle leur élimination de la Ligue des champions féminines en quart de finale. Les Héroltaises ont encaissé un but à chaque entame de période par Fran Kirby, 4e minute, et Romana Bachmann, 50e minute. Puis un penalty en fin de match par la même Kirby à la 78e minute. Mais elles ont sauvé l'honneur par Sophia Jacobson à la 36e minute, une ancienne des Bleus. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Découvrez la nouvelle canette XXL Énergie. Plus fine et plus stylée pour vous faire déborder d'énergie. Prix détail conseillé, 500 francs. Qualité Solibra. Les éléphants de Côte d'Ivoire viennent d'avoir 2 matchs amicaux, un face au Togo et l'autre face à la Moldavie. Quel bilan faire de ces 2 rencontres? Nous en parlons aujourd'hui avec vous, messieurs. Mais avant, il y a une petite actualité. Il s'agit du courrier de la FIFA qu'on attendait tant, qui est tombé. Là, on va le faire en 2-3 minutes, et puis après, on aura le temps. Alors, je vous lis seulement la partie résumée, après avoir listé les différents points qui ont été débattus. La FIFA dit « La FIFA regrette que la famille du football ivoirien ressorte de cette rencontre aussi divisée qu'elle y était rentrée, mais n'a pour l'heure pris aucune décision. Elle va continuer de suivre de très près la situation en Côte d'Ivoire et s'assurer que le football ivoirien ne soit pas pris en otage. » Messieurs, conclusion? Écoutez, moi je me réjouis d'une telle conclusion. Ouais. Oui, ça veut dire que la FIFA suit effectivement cette affaire parce que depuis qu'ils sont revenus, que ce soit la fédération ou le GX, il y a eu beaucoup de dits, il y a eu beaucoup d'écrits ça et là. On entendait tous le propos final de la FIFA. La FIFA, je pense que chose faite, nous savons aujourd'hui
que le cas ivoirien intéresse au plus haut niveau l'instance fédérale internationale. Absolument. Vivement maintenant que les différents protagonistes comprennent la teneur de ce propos de la FIFA et que, pourquoi pas, ils arrivent à régler ce problème-là avant que la FIFA devienne véritablement tranchée, comme peut-être il ne se doit pas. À ce propos, la FIFA a demandé aux protagonistes de mettre en avant l'intérêt du football ivoirien pour permettre un retour à la sérénité. Oui, il faut mettre en avant l'intérêt du football ivoirien. Vouloir bloquer les compétitions du football ivoirien, boycotter la Ligue des Champions, la Ligue 1 ivoirienne, tout ça, je pense que ça ne va pas dans l'intérêt du football ivoirien. Ne pas libérer les internationaux afin qu'ils rejoignent le regroupement des équipes nationales, ça ne va pas dans l'intérêt du football ivoirien. Je pense que les acteurs du football ivoirien doivent se retrouver. Ils doivent faire l'effort pour se parler. Ce qui me réjouit dans ce courrier de la FIFA, c'est que la FIFA dit désormais que je vous ai à l'œil, la FIFA a à l'œil tous les fauteurs de troubles et elle n'hésitera pas du tout à frapper tous ceux qui vont vouloir. Elle a l'œil sur tout le monde, mais surtout sur les fauteurs de troubles, qu'ils soient de quelque bord. D'accord. Chalio, vous avez une minute. Oui, je pense que c'est un grand courrier, parce que ce courrier était très attendu. Il y a eu beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges qui ont été d'ici aux Ivoiriens, que la FIFA avait tranché pour tel ou tel. Aujourd'hui, la FIFA tranche, que la FIFA n'a rien décidé. Donc, la FIFA n'a pas pris de position pour la Fédération ivoirienne de football, ni pour le G42. Et là, la FIFA dit qu'elle observe toujours le cas ivoirien. Donc, il est maintenant grand temps de trouver la solution pour régler le problème. Parce qu'il y a une crise. D'accord. Il y a une crise, il faut chercher à régler le problème. Maintenant, si le problème n'est pas réglé, la semaine dernière, je l'ai dit sur ce plateau, on va aller tout droit vers un comité de normalisation. Ce mot, cette expression sonne vraiment faux dans certaines oreilles, mais il faut qu'ils reconnaissent la vérité. On va tout droit vers le comité de normalisation. Il faut que les deux parties puissent s'entendre. Je pense que les efforts doivent être faits des deux côtés. La FIFA n'a pas pris de décision. Ce qui est clair, c'est le courrier officiel. Donc arrêtons de donner des informations qui ne sont pas vraies. Et puis que les frères ivoiriens se mettent ensemble pour le bonheur du football ivoirien. Éléphant de Côte d'Ivoire, quel bilan pour les 2 matchs amicaux? Alors, messieurs, vous avez suivi ces 2 matchs amicaux. La trêve internationale a été mise à profit donc pour ces matchs. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a livré 2 matchs. Elle a d'abord fait match nul 2-2 face au Togo avant de battre la Moldavie 2-1. Que retenir de ces 2 matchs et quel avenir pour cette équipe nationale? Je vous propose d'abord de voir l'analyse de Jean-Sylvain Rissot et Sébastien William Ayoua. 4 mois après leur campagne ratée pour la qualification du Mondial 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire ne se sont toujours pas remis de leur travers. Et les 2 matchs amicaux disputés respectivement contre le Togo 128e et la Moldavie 170e au classement mondial l'ont confirmé. L'équipe dirigée par Kamara Ibrahim a été approximative, manquant de leader dans le jeu lors de ces 2 sorties. Une situation qui dure depuis 3 ans. Seule bonne note de cette trêve internationale, le jeune Nicolas Pepe, auteur de 3 buts en 106 minutes. Si le rêve des Ivoiriens, c'est d'être couronnés sur leur sol en 2021 en remportant la 33e édition de la CAN devant les 23 visiteurs, l'heure est venue de penser à la vraie reconstruction de cette équipe ivoirienne agonisante. Parler de reconstruction, cela sous-entend trouver dans un bref délai un entraîneur. Pour l'instant, l'éternel intérimaire Ibrahim Kamara est aux commandes. Il est clair que le futur sélectionneur de la Côte d'Ivoire aura beaucoup à faire pour redonner une vraie équipe aux éléphants. Les responsables fédéraux sont jusque-là dubitatifs. Que faut-il privilégier? La CAN 2019 ou celle de 2021? C'est la question que les Ivoiriens se posent aujourd'hui. Peu importe l'objectif qui sera choisi par les dirigeants, le plus important est de savoir patienter si on tient vraiment à une vraie reconstruction.
Alors Sébastien Wogna, nous allons tenter sur ce plateau de répondre à quelques-unes de vos questions, notamment vous avez regardé les deux matchs, vous les avez suivis. Est-ce qu'il y a eu un changement du premier au second match, 2-2 au premier match, 2-1 pour le deuxième match, mais surtout dans le jeu? Bon, moi je préfère laisser ce pan-là de la question à Dago Charles. Allez, voilà, d'accord. Bon, moi je ne suis pas un technicien. Oui, merci cher René. Non, effectivement, côté contenu des deux matchs, je pense que on peut le résumer sur deux facettes. Le premier match, les éléphants face au Togo ont donné une première mi-temps de qualité moyenne, c'est vrai. Parce qu'il faut reconnaître quand même d'où on vient. Hein. On vient de très loin, avec toutes les crises, tous les problèmes que la Fédération ivoirienne de football a connus, et les différents débats, les différents échecs des uns et des autres. Bon, il faut comprendre ça aussi. Donc sur la première mi-temps, je pense qu'ils ont livré une première mi-temps moyenne, mais beaucoup plus dense par rapport à la seconde période où les Togolais sont revenus dans la partie. Donc c'est pour dire que les Ivoiriens ont eu une première mi-temps et puis la seconde mi-temps a été pour les Togolais. Dans le deuxième match, en revanche, on a senti maintenant une équipe à jouer beaucoup plus, avec beaucoup plus de détermination. Pas parce qu'ils ont gagné. Hein. Pas parce qu'ils ont gagné, mais sur la première mi-temps, ils ont maîtrisé le sujet. C'est vrai, il y a beaucoup de retour-passes, mais question marquage individuel, densité, détermination, ils ont été beaucoup plus présents face aux Moldaves. C'est vrai qu'une équipe moldave, c'est vrai, les 170e mondial, mais toujours dit qu'il reste une équipe de football au plan international. Donc c'est toujours une bonne équipe. Donc sur 70 minutes, 80 minutes en tout cas, au niveau du contenu, les éléphants ont été bien dans la partie. Et bon, après, il faut comprendre aussi que les Moldaves, actuellement, il fait un peu froid, ont retrouvé le poids de la bête, et puis bon, sont revenus dans la partie en réduisant au score. Mais donc, quand on prend les deux matchs, à mon avis, faire 2 buts partout, aujourd'hui, pour pouvoir corriger ces erreurs, parvenir à marquer encore 2, et n'encaisser que 1, je pense qu'au niveau de la défense et du milieu du terrain, on a gagné un peu en bonus. Mais c'est surtout Camara Ibrahim qu'il faut féliciter parce que permettre à Saleh Roger de jouer en numéro 10, c'est qu'on n'avait jamais vu en Côte d'Ivoire oser. À mon avis, là, il a réussi quelque chose d'intéressant. Et à Saleh Roger a fait montre d'une certaine qualité, franchement, qui, moi, m'a beaucoup surpris. C'est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des changements positifs du premier au deuxième match? Écoutez, moi d'abord, il faut dire que je n'ai rien vu de nouveau. Il faut avoir le courage de le dire. D'abord, il y a eu des problèmes de visa, des joueurs qui sont restés là, tout ça. Au moment où des dirigeants se promenaient quelque part là-bas. On va parler, on va rester sur le jeu. Non, j'arrive. Sur le jeu des joueurs. Oui, mais j'arrive. Maintenant, je viens sur le jeu. D'accord. J'ai vu une équipe à deux visages. D'abord, une équipe qui avait un très bon jeu, qui jouait très bien au cours d'une mi-temps. J'ai vu contre le Togo et même contre la Moldavie. Et puis après, en deuxième mi-temps, l'équipe perdait pied. Ça, c'est le constat que j'ai fait. C'est une équipe qui est incapable de jouer 90 minutes. C'est le premier constat que j'ai fait. J'ai aussi vu des joueurs, des cadres de l'équipe. J'étais choqué par... Tel que Aurier, même Bailly. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de jouer les sénateurs. Lorsqu'on vient en sélection, on vient pour... C'est l'équipe nationale, c'est le drapeau national. C'est eux qui doivent tirer ces jeunes-là vers le haut. Mais c'est un comportement, j'ai trouvé ça vraiment indigne de ces garçons-là. Et voilà. Moi, je pense que là, ça aussi, c'est un problème. Parce qu'on a vite fait de stariser certains joueurs. C'est vrai que quand vous prenez cette équipe, il n'y a plus de top players. Il n'y a plus de top. Il faut avoir le courage de dire, il n'y a plus de Drogba et Touré et autres. C'est une jeune équipe avec quelques anciens. Mais il faut que les cadres là puissent tirer ces jeunes-là vers le haut. Mais ce n'est pas l'impression qu'on a eue. Donc là, je reste assez dubitatif sur ces deux prestations. Et puis, bon, lorsque vous évoluez contre une équipe qui occupe la 70e place au classement FIFA en Moldavie, 170e place au classement FIFA, je pense que là aussi, bon, on ne peut pas s'enflammer après avoir battu cette équipe-là 2-1. Bon, c'est des matchs amicaux, c'est des réglages, mais dommage aussi encore qu'on n'a pas encore de sélectionneur. C'est toujours un intérimaire. Peut-être que tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Mais je pense que moi, vraiment, je n'ai rien vu de nouveau sur le soleil des éléphants. Donc pour vous, il n'y a rien, il n'y a pas eu de changement entre le premier match face au Togo et le deuxième match face à la Moldavie. D'accord. Tout à l'heure, Sébastien Wogna, dans son analyse, posait des questions. Il demandait, est-ce que la fédération va privilégier
la CAN 2019 ou la CAN 2021. Nous, on va donc s'attarder sur la CAN 2019, hein, déjà la qualification. Quelle équipe pour les éliminatoires de la CAN 2019? Avec ce que vous venez de dire, c'est inquiétant. Bon, oui, avant de parler d'équipe d'abord, il faut d'abord avoir un sélectionneur. Parce qu'une équipe, c'est aussi d'abord un sélectionneur. Il faut avoir le projet. Quel projet? Quel sera le projet? Parce que c'est en fonction du projet qu'on désigne le sélectionneur. Bon, on n'a pas encore de sélectionneur. Donc la question me semble un peu... Enfin, je vous comprends. Parce que là, on est dans un intérim. Même à DTN, c'est un intérimaire. Peut-être que bientôt, à la tête de la fédération, on aura un intérimaire, un président intérimaire. Donc là, il faut vraiment arrêter avec tout ça. Il est grand temps qu'on puisse désigner un sélectionneur, définir le projet. Est-ce que le projet, c'est la CAN 2019? Est-ce que c'est la CAN 2021? Il y a le mondial 2022. Et puis, il faut le dire, c'est maintenant qu'on prépare cette compétition. Et justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, nous, on se base sur la CAN 2019, étant donné que Kamara Ibrahim, il est sur le banc pour l'instant. Il est donc l'intérimaire. Vous avez parlé de certains joueurs, certains cadres qui se prennent pour des rois dans l'équipe, hein, selon vos propos. Alors, quelle équipe aujourd'hui on peut avoir? Parce que les éliminatoires de la CAN 2019, c'est pour bientôt. Ouais, bientôt, oui. Les éléphants retrouveront la compétition. Reprenons le collier en septembre prochain, après le mondial. Oui. Et à la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Honnêtement, quand vous voyez l'équipe, les joueurs sont là. Les joueurs sont là. Je pense, je me répète, qu'il faut d'abord désigner le sélectionneur. D'accord. Voilà. Donc on va parler avec vous. Oui, je pense que il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. On est tous d'accord, l'effectif, il est en place. Il n'y a pas eu grand changement au niveau de l'effectif. Le tiers des personnes qui étaient présentes au dernier regroupement, le tiers était déjà champion d'Afrique, donc était déjà là en 2015 avec le coach Hervé Renard. Donc ce qui veut dire qu'il y a un noyau déjà sur lequel cette sélection-là s'appuie. Kamara Ibrahim, il a cette force-là d'avoir connu tous ces jeunes-là, tous ces joueurs-là dans les sélections de jeunes, avec les différents tournois, Montaigu et tout ça. Et puis ensuite, d'avoir été aussi adjoint des précédents sélectionneurs. Donc ce qui lui a permis, selon vraiment les informations que nous avons, ce qui lui a permis de régler beaucoup de choses au regroupement qui a eu lieu récemment en France. Il a vraiment recadré les choses. Vous avez tout de suite compris qu'il n'y a pas eu de problème de capitanat. Ça, c'est une question qui a été réglée. Et ça, encore, ça, c'est mon inquiétude. Là, on sort de ce regroupement-là avec un très bel état d'esprit de cette équipe. Est-ce que des anciens encore ne vont pas venir pourrir cette atmosphère? Actuellement, bon, je ne vais pas citer des noms, mais franchement, actuellement, ils se sont tous entendus. Le capitanat, le brassard a été confié à Serge Aurier. Et on trouverait un arrêt. Mais demain, certains viendront revendiquer encore ce brassard-là, ça va pourrir l'atmosphère. C'est ce que je crains. Moi, je pense qu'il y a un très bel état d'esprit qui est là actuellement. Il faut surfer dessus. Maintenant, le prochain sélectionneur qui sera nommé, est-ce que lui aussi, il va continuer sur ces bases-là qui ont été posées par Kamara Ibrahim, qui a su régler la question. Vous nous direz tout à l'heure quels sont les critères, selon vous, de cet entraîneur-là qui peut être sur le banc de touche. On va écouter pour l'instant Dago Charles pour nous dire quelle équipe pour les éliminatoires CAN 2019. C'est bientôt, déjà on a perdu un match face à la Guinée. Il y a encore des matchs qui arrivent. Quelle équipe finalement pour la Côte d'Ivoire? Écoutez, nous savons que nous tournons autour de 30-35 joueurs à peu près. Prions que ces garçons-là aient la forme du moment. Parce que c'est un aspect des choses qu'on oublie. On pense que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est déjà dessinée. Certains, déjà, comme Charles le dit, se verraient peut-être en sénateur. Non. Parce que si le prochain match se joue en octobre, déjà, il faut pouvoir gérer la fin de la saison. Déjà la fin de la saison. En matière de récupération, les regroupements, et ceux qui vont débuter les saisons dans leurs différents clubs. S'ils ne débutent pas, les saisons avec le club, ça veut dire qu'il y aura un manque de compétition dans les jambes, de rythme, et ça peut être, néfaste pour le rendement des éléphants. Donc, prions pour que ces garçons-là soient dans la plénitude de leurs moyens pour qu'au prochain match, on puisse être en pleine forme. Moi, ce qui me gêne un peu aujourd'hui, c'est au niveau du contenu, du rendu. Quand on regarde un peu l'effectif convoqué par Kamara Ibrahim, 70% sont du championnat français. Le championnat français aujourd'hui, ça il faut le reconnaître, c'est quoi? 5e, 6e championnat européen.
Hier, on a connu l'épopée ivoirienne avec Yaya, Didier Drogba et autres. Regardons bien, ce groupe-là était vraiment conduit par le championnat anglais. Même Eric Bailly était dans le championnat numéro 1 et le championnat espagnol. Et donc, quand on prend avec les Allemands et autres, quand tu prends ces garçons-là dans ces différents championnats où le fighting spirit est de mise, c'est clair que ça réjaillit sur l'équipe nationale. Et puis, on sent une certaine volonté dans la prestation du jeu des garçons. Alors que quand on regarde aujourd'hui, ces jeunes gens-là, les résumés que nous avons fait des 2 matchs, moi, me laissent un peu dubitatif quant au reste des prestations des éléphants. Parce que c'est Cyril Jean-Michel qui a raté un transfert radieux. Il y a plein de garçons qui sont en France, qui sont au-dessus de Pépé, qui pour une fois est titulaire à Lille, il devient aujourd'hui notre meilleur buteur. En 2 matchs, 3 buts. C'est bien, c'est bien. Mais Pépé, aujourd'hui, il n'a pas, pour moi, il n'a pas la cuirasse nécessaire pour conduire en attaque cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ça que je regarde et puis je me dis que prions pour que ces garçons-là soient au top de leur forme au moment où on va arriver aux échéances. Avant de parler de l'entraîneur sur le banc de touche, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé de certains joueurs qui s'installent dans le club et qui ne font pas beaucoup d'efforts. On a vu en 2015, pour la Coupe d'Afrique des Nations, ces jeunes-là qui ont épaté le monde. Ils ont pris une Coupe d'Afrique des Nations et aujourd'hui, depuis 2015, on ne les retrouve pas. Vous pensez que c'est dû à quoi? Oui, justement, c'est cela. Parce que je pense qu'il faut pouvoir créer une émulation, une concurrence à certains postes. Parce que quand Aurier, c'est vrai, il joue à Tottenham, mais à Tottenham, il n'a pas le même comportement. Moi, je vois ces matchs les week-ends, mais on le sent appliqué, on le sent engagé. Mais pourquoi, lorsqu'il arrive en sélection, on sent un je m'en foutisme, on sent un laisser-aller. Peut-être que ça aussi, ça doit être aussi la tâche de l'entraîneur, de ramener ces garçons-là. Ils sont sur un nuage, mais il faut les ramener sur terre. Parce que l'équipe nationale, c'est vraiment une vitrine. Moi, je pense que ça c'est un problème. Donc, il faut pouvoir trouver d'autres éléments pour créer une concurrence. Parce que le mec, il arrive, il sait que sa place n'est pas garantie. Il sait qu'il y a une concurrence. Eric Bailly, depuis la CAN 2015, je le trouve un peu en deçà, même s'il joue à Manchester. C'est vrai, il fait des très bons matchs, mais en sélection, c'est plus ça. Maintenant, je me demande sa complémentarité avec Canon. Est-ce qu'il est complémentaire? Parce qu'avec Kolo Touré, ça a été parfait. Peut-être que Kolo il a son expérience qui guidait un peu Bailly, mais depuis que Kolo a pris sa retraite, la complémentarité entre Canon et Bailly, on a vu la CAN 2017, on a vu un peu ce qui s'est passé. Donc là aussi, il y a un gros travail. Même dans l'entrejeu, série et autres. Série, on l'a essayé à tous les postes au milieu du terrain, relayeur, mais ce n'est pas le même garçon. Maintenant, il y a un débat là-dessus. On dit non, qu'il n'évolue pas avec les mêmes éléments. Je dis, mais attention. Les Yaya Touré, ils étaient à Barcelone, ils étaient à City. Lorsqu'ils arrivaient en sélection, ils n'avaient pas Xavi ou Messi à côté d'eux. Donc là, ça aussi, il faut revoir certaines choses. D'accord, vous êtes d'accord? Moi, je demeure très optimiste par rapport à cette équipe. Les prestations qui ont été manquées face au Togo, la deuxième mi-temps, Serge Aurier et tous les autres, ils ont reconnu qu'ils ont péché par un complexe de supériorité. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe 27, c'est l'état d'esprit. Ils sortent de ce regroupement avec un très bel état d'esprit. Le gros problème maintenant, est-ce que l'entraîneur qui viendra va continuer sur cette lancée? Pour moi, c'est ça. Si l'entraîneur continue sur cette lancée, sur la discipline qui a été installée, sur les bases qui ont été posées à Chantilly, je pense qu'on aura une très belle sélection qui va nous rassurer et qui va nous amener à la CAN 2019. Quel entraîneur, selon vous, sur le banc de touche, on ne parle pas pour l'instant des Camara, ou bien si vous pensez que c'est Camara, vous en parlez, quel entraîneur aujourd'hui, quels critères, selon vous, aujourd'hui? Moi, j'aurais bien voulu dire Camara Ibrahim. Je suis fragilisé par
par ses résultats récents au CHAN. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce qui me freine un peu. Je pense qu'il a le profit de l'emploi, Kamara Ibrahim. Mais ses récents résultats ne plaident pas en sa faveur. Donc, ce qui serait mieux, c'est de trouver cet entraîneur-là, expatrié, qui a de l'expérience, qui a déjà dirigé des sélections, qui a une grosse expérience. Et puis, Kamara, en tant que son adjoint, pour qu'on puisse avoir... expatrié? Oui, à mon avis. Si... Pour moi, actuellement, il faut, à cette équipe-là, il faut un entraîneur qui a une grande expérience internationale pour pouvoir recadrer ces joueurs-là qui jouent à Tottenham, à Manchester United et qui viennent en sélection avec le melon. Donc, l'entraîneur qui est en face, il ne faudrait pas que ce soit un entraîneur qui n'a jamais même, qui n'a jamais mis les pieds sur un stade européen. Donc, pour moi, c'est important. Il faut qu'il y ait un entraîneur qui ait de la poigne pour diriger cette équipe-là. Et puis, Kamara Ibrahim, à ses côtés, en tant qu'adjoint, pour apporter son expérience, il est très écouté des joueurs, de ces jeunes-là, il est très écouté. Mais s'il est très écouté, pourquoi ne pas prendre... justement, mais j'ai dit, Kamara, ce qui me freine. Ce sont ses derniers résultats. Voilà, il n'a pas pu franchir le premier tour au CHAN. Alors qu'avant ça, il a été champion d'Afrique en 2013, il a été quart finaliste. Voilà. Merci d'abord de soutenir Kamara Ibrahim. Mais je ne pourrais pas te soutenir, t'accompagner quand tu apportes une telle critique à Kamara Ibrahim. Le CHAN, c'est quoi? C'est pas un calendrier FIFA. Nous sommes ici, les clubs ivoiriens ont refusé de donner leurs joueurs pour les différents regroupements. Il faut dire la SEC a refusé. Non, je viens. Et parce que les préparations, on était ici tous, les préparations se font quoi? 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours. Nous avons dit ici, sur ce plateau, que la FIFA doit s'organiser de sorte qu'il y ait un cahier de charges qui permette aux sélectionneurs d'obtenir tous ces joueurs comme si c'était un calendrier FIFA. Parce qu'aucun club ici, la SEC d'Abidjan ne refuserait pas, parce que c'est la SEC qui a l'habitude de le faire, ne refuserait pas de remettre, de libérer son joueur si le joueur a été convoqué effectivement 2 semaines avant par rapport à un calendrier FIFA. La SEC ne refuserait pas. Mais quand c'est un calendrier CAF qui est CHAN, la SEC n'est pas dans l'obligation de le faire. Les autres clubs ne sont pas dans l'obligation de le faire. Et c'est ce qui a valu ce résultat à Kamara Ibrahim. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, moi, je pourrais dire que Kamara Ibrahim, combien de temps doit-il être intérimaire pour qu'un jour il ait la chance de pouvoir... On a vu Zawi ici, qui avait l'Africa Sport. Il a été champion de Côte d'Ivoire l'Africa. Le lendemain matin, il a fait des grands résultats. On allait en finale de Coupe d'Afrique avec. Lamouchi, il n'a jamais entraîné une équipe. Il a pris l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jusqu'à voilà. Avec quel résultat? Non, mais je veux dire, mais c'est l'audace. Je parle de l'audace. Ouais. Si nous avons pu oser pour certains, pourquoi ne pas oser pour d'autres? Non, mais sois objectif. Charles. Je dis, aujourd'hui, voilà, tu te vois en train de tout ce prendre une décision de mettre à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire un entraîneur qui, il y a juste 2 mois, n'a pas pu franchir le premier tour du CHAN. Je ne sais pas si ça va bien passer auprès des Ivoiriens, notamment, je vais le demander. Mais je dis, j'estime. Il faut trouver une osmose. Quelqu'un de l'extérieur. Oui, il est sur le banc. Je ne dis pas que c'est la Russie. Non, j'ai dit, c'est ce qui ne plaît pas en sa faveur. L'objectif, c'est clair. Mais pas aussi ce qui plaît en sa faveur. Le projet, c'est 2021. Ça, la FIFA l'a déjà dit. Le projet, c'est 2021. Donc, il faut mettre un entraîneur qui va gérer cette équipe-là sur 3 ans. Voilà, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le Gabon. Avec lui, on a gagné la Russie. Je suis d'accord. Oui, l'équipe nationale n'a jamais perdu un Kamara Ibrahim. Mais voilà, est-ce que ça va passer auprès des Ivoiriens? Mais il faut bien que ça passe. Ok, d'accord. Alors, Charles, tout dépend de toi. Il faut bien que tu dises que ça peut passer. Oui, parce que toi, après avoir dégommé les dirigeants, tu peux maintenant remettre les sélectionneurs en place. Non, je pense que c'est le débat intéressant. Kamara Ibrahim, il a été champion d'Afrique avec les cadets en 2013. Ensuite, il a participé à... Il était quart finaliste de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Cadet. Ensuite, on l'a vu dans le staff pour la première fois aux côtés de Sabri Lamouchi. C'est ça. Puis, il était avec Renard, dans le staff de Renard. Et puis, avec Dussuyer. Marc Villemot est arrivé, ils ne sont pas entendus, enfin, il n'était plus dans le staff. Quand on prend ses résultats avec l'équipe nationale, il est invaincu en tant qu'intérimaire. C'est ça. Maintenant, moi j'ai été un peu choqué par ces derniers résultats avec les locaux. Notamment d'abord la Coupe UFOA, où ça a été un fiasco. Ensuite, on l'a vu avec au CHAN. Bon, il y a eu des problèmes, mauvaise préparation, tout. Mais aussi là,
Moi, j'ai lu des trucs, des interviews où ils disaient non, l'équipe est prête, tout le monde est prêt, on s'est bien préparé. Et puis après, c'était le chaos. Attends, tu voulais que les sélectionneurs disent que. Mais attends, j'arrive. J'arrive. Faut pas déconner. J'arrive. Maintenant, Camara, je le connais personnellement, on le connaît tous ici. Oui. Je sais qu'il a du caractère. Mais l'environnement autour de l'équipe nationale, est-ce que cet environnement sera favorable à Kamara Ibrahim? Bien sûr, oui. Il a été international lui-même. Oui, j'arrive. Mais attendez. Maintenant, je n'ai pas fini. Parce que être sélectionneur des locaux, des cadets, ça n'a rien à voir avec la sélection A. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est une sélection qui est hyper médiatisée, où tous les projecteurs sont sur cette sélection. Il faut avoir un entraîneur qui a du poigne, qui a du caractère. Donc pour ça, il n'a pas de poigne. Non, c'est pas ce que je dis. Il faut avoir un entraîneur qui a du caractère. Parce que je vous donne deux exemples. Écoutez-moi. Un entraîneur de caractère ici. Non, écoutez-moi. Qui n'ont pas fait long feu. Déterminer les différents caractères. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Kamara Ibrahim ne postule pas lorsqu'il a détermine le caractère, un peu sur mon caractère. Il n'y a pas que Kamara Ibrahim. Justement, attends, écoute-moi. Non, j'ai pas fini. Vous n'avez pas confiance en des gens. Non, c'est pas ce qu'on mais ne parlez pas de caractère. Il nous reste 4 minutes, donc on va essayer de résoudre le débat. Il n'a pas de caractère. C'est quoi le caractère? Chacun de nous a son caractère. Non. Cathy, je réponds à ta question. Laisse-moi terminer. Est-ce que c'est pour cela que Kamara Ibrahim ne postule pas lorsqu'il y a les appels à candidature? Non, mais il sait d'office. Il sait parce que, effectivement, certains pensent qu'ils n'ont pas le caractère. C'est pour ça que nous demandons aujourd'hui de quel caractère nous parlons. Attends, écoute-moi. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'a pas de caractère. Je dis qu'il faut un entraîneur qui a du caractère. Je vous donne deux exemples. Deux exemples qui vont vous édifier. En 2015, avant la CAN 2015, il y a Bokar Arthur qui est arrivé en retard à l'entraînement à Benjavik avec les éléphants sous Hervé Renard. Hervé Renard s'est retourné, il a pris au collet, il a chassé de l'équipe. Il n'est plus jamais revenu. Parce que ça... Mais Yo Marcel a fait non, j'arrive, mais oui, Yo Marcel a gagné la CAN en 92. Mais il l'a fait. Voilà. J'ai vu ce même Renard. C'est donner l'attitude d'un entraîneur de le faire. Il appartient aux dirigeants de donner carte blanche à l'entraîneur. Justement. C'est comme ça. Laisse-moi terminer. J'ai vu Hervé Renard, le cas Zokora Didier. Il a fait appel à Zokora Didier. Zokora Didier l'a snobé. Et puis un jour, à sa grande surprise, il est à l'hôtel au regroupement. Il voit Zokora Didier débarquer après l'intervention de certains hommes politiques et puis le président de la fédération. Il a dit, pas question, ou c'est Zokora ou c'est moi. Mais je parie que ce jour-là, si ce n'est pas Renard, les autres entraîneurs allaient céder. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est ce que tu dis. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis, il faut que Kamara, est-ce que Kamara aura la poigne pour résister à l'environnement des La question, c'est que tu penses qu'il ne peut pas. Non, la question qui concerne, je crois, le sélectionneur. Oui. Ouais, je pense que ce sélectionneur-là, c'est quelqu'un qui sera là jusqu'à 2021. Il faut, pour moi, un entraîneur expatrié avec Kamara Ibrahim comme adjoint. Donc lui sera éternellement adjoint. Non, mais actuellement, on ne peut pas mettre Kamara numéro 1. Chaque chose en son temps. Je pense que pour le moment, il n'est pas, pour moi, il n'est pas... Le moment n'est pas encore arrivé. Le moment arrivera plus tard. Maintenant, concernant le choix des entraîneurs, actuellement, la fédération, les informations que j'ai, les dirigeants sont en train de prendre des contacts. Il y a même des gens qui déposent des CV et tout ça, ils sont en train d'analyser. Là-dessus, ils ont été déjà clairs. Ils ont dit qu'ils ne feront pas d'appel d'offres. Ça, au moins, ils ont été déjà clairs. Ils l'ont déjà dit. Le président Sidi l'a dit, le président Sori l'a dit. Parce qu'il y a des entraîneurs, d'abord, ceux qui postulent et qui ne sont pas choisis ne sont pas contents. Et il y a d'autres et qui ne veulent même pas postuler. Ça réduit un peu vos possibilités de choix. Donc, cet entraîneur-là, il faut laisser la possibilité à la FIF de choisir un entraîneur, comme je l'ai dit, un entraîneur de caractère, un entraîneur qui soit à la mesure de cette équipe nationale-là, parce qu'on veut retrouver notre rang de numéro 1 africain. Et Kamara va l'accompagner parce qu'il connaît l'équipe, il connaît les joueurs. D'accord, il nous reste une minute. Ouais, moi, je dirais que Hervé Renard a réussi parce qu'il avait Yaya, il avait Kolo, il avait les joueurs de grande trompe. Ça aussi, il faut le... Parce que tu peux être... En Zambie, la Russie n'a pas Yaya, il n'a pas de Drogba. Non, ce que je dis pour ce que... Hervé Renard a réussi en Zambie, il n'avait pas Yaya Touré, il n'avait pas Yaya Touré, il n'avait pas de Si et seulement si on lui fait confiance. D'accord. Parce que c'est l'histoire de caractère et autres là. Excusez-moi,
d'après Choileau, c'est-tu quoi? Ton éléphant de mer. C'est ce qu'il dit tout le temps. Et donc, c'est clair. Ici, en Côte d'Ivoire, on n'a pas confiance en nos entraîneurs. Camara Ibrahim a fait ses marques aussi dans les mêmes écoles à Clairefontaine comme ceux qui viennent ici. Donc, on peut aujourd'hui lui donner la latitude d'essayer quelque chose. Ça ne marche pas? OK, on va recommencer. Mais quelle est cette phobie des expatriés à tout moment qu'on perd des montagnes d'argent? Merci à vous. Je pense que le débat, il est très intéressant, mais on a compris l'essentiel. Il est l'heure de partir, malheureusement. Merci d'être resté avec nous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Demain, vous serez avec Fatima Sibé. À bientôt.